Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, un bon dimanche et que l'UFC 316 a été bon pour vous. Moi j'ai passé un bon moment devant cette carte, j'ai trouvé que c'était une carte très équilibrée, une très bonne carte. Je me suis endormi directement après, voilà, donc c'est pour ça que la review vient un petit peu tardivement aujourd'hui. Je vais revenir très rapidement sur la carte préliminaire pour commencer. Très gros KO de Yu Zhang, pardon. Il a complètement éteint GK Sarki très rapidement au premier round, c'était ses débuts à l'UFC. Il nous vient du ZFN qui est donc la promotion du Korean Zombie en Corée du Sud. Il est encore au balbutiement de sa carrière, 9 combats, 9 victoires. Son surnom c'est Zombie Junior, donc voilà, il y a un hommage assez clair. Et en tout cas, très grosse entrée en matière à l'UFC pour lui, très hâte de voir la suite. On a un nouveau combattant qui pourrait faire des ravages, mais bon, on attendra de le voir contre un niveau d'opposition un peu plus élevé, mais en tout cas, très belle entrée en matière pour lui. Ensuite, Kong Wang a remporté assez tranquillement son combat contre Ariana Da Silva. Donc je l'ai appelé Lipski dans la preview par habitude, mais en fait elle s'est mariée il y a peu, donc c'est Ariana Da Silva. Wang a accepté le combat alors qu'il y avait eu très gros loupé sur la pesée du côté d'Ariane. Elle a dominé les débats pendant 3 rounds sur les pieds. Elle était au-dessus, il y a toujours des petits moments de frayeur, voilà, qui sont un petit peu agaçants, des moments un peu de relâchement où elle se fait un peu surprendre, mais voilà. J'attendais peut-être une performance un peu plus propre, un peu plus létale surtout, mais bon, victoire sans souci quand même, donc on prend. Elle va être classée la semaine prochaine, j'espère qu'elle va rester active, continuer d'avancer dans la division et peut-être entrevoir un début de title shot au début de l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Normalement, elle devrait rentrer autour de la 12e, 13e place dans le classement et en fonction de ce que veut l'UFC pour elle, ça pourrait aller très vite. On passe ensuite à ce qui est visiblement une très grosse controverse de ce que j'en lis, le combat entre Waldo Cortés Acosta et Sergei Spivak. Décision très très serrée selon moi, combat très très serré, mais je crois pas que c'était un vol ou quoi que ce soit. Le 30-27 il est ridicule, qu'on s'entende bien, mais la décision, la lecture de la décision, j'avais le sentiment que ça pouvait aller des deux côtés. Peut-être que je dois revoir le combat parce que avec un peu plus d'attention, parce que déjà j'étais un peu distrait à ce moment-là, mais surtout il y a beaucoup, tout le monde s'insurge, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Mais personnellement, j'ai pas trouvé que Spivak en avait fait assez pour être certain à 100% de remporter la victoire. Waldo a plus touché, il a pas trop mal défendu les takedowns, mais le vrai sujet c'était quand même que c'était un combat d'une sacrée faiblesse technique et tactique. Avec cette victoire d'ailleurs, Waldo a la plus grosse série de succès en cours chez les poids lourds de l'UFC et cette information est terrifiante vu le niveau qu'il propose. Il va entrer dans le top 10, il va probablement, on va pas se mentir, servir de chair à canon pour relancer un mec de meilleur niveau que lui. Ça sent fort quand même le co-main event d'une carte à l'Apex à venir, mais voilà. Pour résumer, le 30-27 est une aberration, c'était pas un très bon combat, mais crier au vol sur ce genre d'affrontement là, ça a pas beaucoup de sens à mes yeux, peut-être qu'il faudra que je regarde, mais combat serré, un mauvais combat serré et on passera assez tranquillement à autre chose quand même. Je crois pas que ça vaille le coup de faire des débats et des diatribes à ce sujet. La suite de la carte, c'est 2 victoires de 2 combattants montants dans leurs divisions respectives. Alors Azamat Murzakanov qui a roulé sur Branson Ribeiro un peu comme prévu, pas trop de suspense, il y avait plusieurs classes d'écart entre eux. Maintenant, il faut le dire, Azamat a déjà 36 ans, il combat jamais, il fait un peu chier le monde d'ailleurs, et j'aimerais personnellement qu'il commence à rester un peu actif. Il a pris aucun dégât cette nuit, il cut pas beaucoup, il faut qu'il enchaîne immédiatement parce que sinon ce sera trop tard pour lui. L'âge c'est un facteur qui rattrape un peu tout le monde. Foutez-le moi sur la carte à Abu Dhabi contre Rakic ou Boutros Demir et bref, ramenez du sang neuf dans cette division qui en a désespérément besoin. Très belle performance cette nuit, c'est ce qu'on attendait, il a fait le taf, bravo à lui. C'est exactement ce genre de performance que j'attendais de Kong Wang, mais bon, voilà. Très très belle performance d'Azamat, comme prévu, sans suspense. Bien sûr, juste après, on a eu Joshua Van, nouvelle sensation chez les poids mouches. 23 ans, un style ultra plaisant, une boxe qui régale les yeux. Je sais que c'est pas contre le haut du panier et qu'il n'y a pas de comparaison à faire, mais il y a un petit peu de Petroyan chez Joshua Van quand même, on va pas se mentir. Il a roulé sur Bruno Silva, qui a été vaillant, qui a tenu bon, qui a été résilient, mais qui a fini par craquer à la fin du 3e à cause de l'accumulation des coups. Voilà, ça faisait beaucoup. J'espère que l'UFC va pas trop s'emballer avec Joshua Van parce qu'on sent quand même la jeunesse et l'inexpérience dans son style. Il a la fougue quand même, mais il se fait quand même aussi beaucoup toucher en retour contre des mecs, voilà, il est très largement au-dessus. On tient quand même un futur crack avec lui. J'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve et en tout cas, il a fait le boulot cette nuit et c'était vraiment très très impressionnant. Sur la carte principale de la soirée, belle victoire de Kevin Holland. Comme prévu un peu dans le premier round, Vicente Luque a pas su contourner la longe de Kevin et il l'a soumis à l'entrée du second. Pas grand chose à redire sur ce combat, du Kevin Holland motivé dans le texte, quand il essaye, quand il est prêt et quand il combat dans sa catégorie de poids surtout. C'est un gars de haut niveau. On va voir s'il va rester consistant maintenant, s'il va continuer à produire ses efforts ou pas. Il a demandé un combat contre Colby Covington. Il est d'ailleurs très honnête, il a été très honnête en conférence de presse sur le fait qu'il ne veut pas affronter de jeune challenger. Je respecte l'honnêteté
monter, mais j'ai un avis mitigé sur ça. Je crois que quand tu es dans le classement, tu dois aussi jouer le jeu de la division, mais c'est comme ça. C'est un call-out intelligent de sa part. Je pense qu'actuellement, Colby Covington, il est peut-être le combattant le plus prenable du top 10, et Kevin Holland reconnaît ça, il veut l'affronter, et puis ça sera un clash de personnalité assez excitant. Je pense que voilà, c'est un combat qui intéresserait l'UFC en tout cas. Voilà, belle performance de sa part ce soir, rien à redire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Vicente Luque, on sent un peu moins dans le coup quand même. On sent que c'est un peu difficile, comme c'est le cas depuis quelques années, mais voilà, Kevin Holland très propre ce soir. On passe d'un combat très propre à ce qui est peut-être l'étron de la soirée, au niveau performance, pas au niveau du combat, mais le combat m'a énervé. Patchy Mix est devenu le combattant le plus rigide et le plus apeuré de la planète. On avait entreaperçu cet aspect de son style dans la revanche contre Magomedov, mais là ça a pris une toute autre dimension. Je l'ai déjà dit pour Bryce Mitchell quand il a affronté Jean Silva, mais les gars, si vous êtes des grappleurs et que vous attendez d'avoir mangé 37 coups à la tête avant de grappler, ça va pas le faire. Patchy Mix avait peut-être envie de faire le show ou d'ouvrir sa carrière à l'UFC par un KO, mais il est juste tombé dans le piège de Mario Batista, qui lui a assaisonné la gueule pendant 3 rounds, aucun mouvement de tête, une rigidité cadavérique et aucun ajustement en 15 minutes. Je suis très déçu de ce que j'ai vu ce soir et j'espère qu'il saura rebondir parce que son plan n'allait jamais fonctionner et qu'il a d'énormes qualités. En revanche, il faut le souligner quand même, très grosse performance de Bautista. Le public le huait alors qu'il a offert un gros spectacle, c'était un petit peu injuste, mais voilà, on sent que le combat contre José Aldo est encore dans la tête de beaucoup. 8e victoire de suite, il a accepté d'affronter le nouveau venu qui n'était pas classé. Je crois que c'est l'heure de lui offrir un très gros combat maintenant, ou un combat contre un membre du top 10 installé. Je regarde des mecs comme Marlon Vera, des mecs comme Figueiredo, peut-être sur une autre carte de pay-per-view, mais voilà, il y a pas mal de mecs non programmés chez les coqs et ils méritent d'affronter un gars proche du top 5 maintenant. On passe au co-main event de la soirée sans surprise. Encore une fois, Kayla Harrison a dominé le combat, elle est juste meilleure, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais quand même revenir sur le point déduit dans le premier round pour le kick illégal de Peña. Moi je trouve ça normal et je crois que ça devrait être beaucoup plus courant. C'est un combat de ceinture là, entre deux combattantes expérimentées, c'est pas le combat d'ouverture d'une carte de l'Hexagone MMA ou je sais pas quoi. Elle était dans une position difficile, elle a cru qu'elle pourrait s'en sortir avec un avertissement et l'arbitre a très bien fait de sévir immédiatement selon moi. J'ajoute d'ailleurs que même si c'est un combattant que j'adore, Manel Kape devait prendre ce genre de sanction aussi. Contre Almabayev, il a très clairement tendu ses doigts pour faire un eye poke parce que il savait pertinemment qu'il serait pas vraiment sanctionné, mais ce genre de truc selon moi ça doit toujours être sanctionné directement parce que ça a une conséquence sur la suite du combat. Le dernier avertissement pour moi c'est dans les vestiaires, les arbitres vont voir les combattants dans les vestiaires, dernier avertissement et une fois que t'es dans le ring, si c'est intentionnel, c'est fini. Normalement tu dois prendre un point. Certaines personnes ont trouvé ça un peu dur cette nuit, moi j'ai trouvé ça bien et si ça peut pousser certains athlètes à y réfléchir à 2 fois, c'est tant mieux. Mais bon, victoire de Kayla Harrison, Amanda Nunes a annoncé son retour pour l'affronter, elles se sont fait un face-à-face dans le ring. Je suis un peu mitigé parce qu'évidemment c'est un combat qu'on aurait aimé voir, mais on aurait aimé le voir beaucoup plus tôt. Kayla souffre des cuttings, elle a confessé d'ailleurs en conférence de presse qu'elle a failli renoncer au combat vendredi, et Amanda Nunes a pris sa retraite il y a 2 ans maintenant. Sur le papier malheureusement, ou je dis malheureusement parce que c'est triste pour l'état de la division, mais c'est quand même ce qui reste de meilleur sur ce qu'on a de faisable, mais voilà, j'aurais aimé voir ce combat dans leurs meilleures années respectives. J'ai peur que ce soit un peu un affrontement entre deux combattantes en bout de course et que ce soit peut-être même le dernier combat des deux, ce qui laisserait la division dans une situation un peu cataclysmique. Mais bref, on passe enfin et pour finir au combat principal de la soirée, et qui peut bien arrêter Merab Dvalishvili. Combat à sens unique. Merab s'est même payé le luxe de finir Sean O'Malley par soumission, c'est son premier finish depuis presque 4 ans. On a eu le sentiment que c'était 2 mecs d'un niveau très différent quand même. Sean, il a été une nouvelle fois sans solution face à la pression du Géorgien qui continue d'être d'une efficience absolument exceptionnelle. La série de victoires de Merab commence à être effrayante honnêtement et les challengers commencent à manquer. Pour moi, il est déjà le plus grand pacoque de l'histoire et si vous connaissez mon amour pour Dominic Cruz, vous savez à quel point ça me coûte de le dire. Mais voilà, très grosse performance. Il a été inquiété à aucun moment, le plan était parfait, Sean a pas su faire grand chose et voilà, soumission, c'était un régal. D'ailleurs un peu ironique parce que les commentateurs américains disaient littéralement 40 secondes avant la soumission que Merab avait faisait peser aucune menace de soumission et puis il a soumis direct après, donc voilà. Après le combat, la production a montré Cory Sandhagen. Et même Merab l'a évoqué au micro de Joe Rogan. Moi j'ai pas vraiment envie de voir ce combat maintenant. Je suis beaucoup plus intéressé par une revanche contre Umar ou même contre Petr Yan qu'un combat contre Cory Sandhagen qui est un très bon combattant mais qui a perdu tous ses affrontements contre le gratin des poids coqs. Voilà, ça ferait un peu cheap comme combat selon moi. Ça donnerait un peu l'impression qu'on lui offre un combat de ceinture par défaut parce qu'il est un peu incapable de battre les Umar, les Petr Yan, etc. Je serais beaucoup plus intéressé par un affrontement entre Cory Sandhagen et Sean O'Malley actuellement. Ça ferait un bon combat et surtout, si Cory venait à le remporter, ça ferait de lui un challenger plus légitime qu'il ne l'est actuellement à mes yeux. Mais bon, on verra comment les choses se déroulent. En tout cas, nouvelle grosse performance de Merab qui continue d'avoir l'air insurmontable et je me demande bien qui peut le battre. Peut-être Umar. Selon moi, actuellement peut-être Umar et puis
c'est tout. Mais en tout cas, voilà, pour cette UFC 316, moi j'ai passé une bonne soirée, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne carte. Après, ça manquait un petit peu, pas d'enjeu, parce qu'il y avait 2 combats de ceinture, mais ça manquait un peu de piment, un peu d'attente. Mais on va largement passer un été qui va compenser ça. L'UFC 317, c'est une très grosse carte, ça arrive très très vite aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous. Je profite pour faire aussi un petit message. La semaine prochaine, comme vous le savez peut-être, il y a le Glory 100, qui est un show anniversaire qu'on organise. Ce sera le samedi 14 juin sur DAZN, 4 combats de ceinture, 4 tournois de poids lourds. À 4 hommes, donc les vainqueurs devront combattre 2 fois dans la même soirée. C'est vraiment une très très grosse carte. Si vous aimez le kickboxing, si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé, la carte préliminaire sera dispo gratuitement normalement sur la chaîne YouTube du Glory ou sur DAZN, et puis la carte principale sera en pay-per-view. Mais voilà, si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. C'est une très belle carte et ça nous aide aussi, hein. Je vais pas le cacher, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui regardent les soirées. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit détour par là. Samedi 14 juin, ça doit commencer à 15h je crois, parce qu'on a beaucoup de combats dans la soirée, une vingtaine, donc voilà, il faut qu'on commence tôt. En tout cas voilà, j'espère que la soirée vous a plu, j'espère que vous passez un bon dimanche, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon début de semaine prochaine, et nous on se reparle bientôt. Salut les gars.